Bonjour ou bien le bonsoir, peu importe à l'heure que vous regardez cette vidéo, vous connaissez cette formule. Excusez-moi. Première série de vidéos sur l'histoire de la milice française Seconde Guerre mondiale. Joseph Darnan est né le 19 mars 1897 à Fontenay-sur-Rose. Il se distingue pendant la Première Guerre mondiale par sa bravoure sans faille. Ce jeune caporal se fait nettoyeur de tranchées, affronte les Boches au corps à corps. Il gravit alors rapidement les échelons. Il devient sergent en 1917, puis adjudant quelques mois après, et s'illustre particulièrement le 14 juillet 1918. Ce jour-là, son corps franc fait 27 prisonniers et s'empare de précieux documents qui concluront à l'échec cuisant de l'offensive allemande prévue le lendemain. Il prendra la tête de la Légion française des combattants, créée par la loi du 19 août 1940, sur proposition de Xavier Vallant et du maréchal Philippe Pétain, qui avait pour objectif de fusionner un ensemble d'associations d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Darnan prendra son poste dans les Alpes-Maritimes et aura comme mission de régénérer la nation par la vertu de l'exemple, du sacrifice de 1914-1918. En dépit de la dissolution de leur association, tous les anciens combattants ne rejoindront pas la Légion. Ce n'est qu'une synthèse. Si l'histoire de Joseph Darnan vous intéresse et vous souhaitez approfondir votre connaissance, je vous souhaite ce livre-là. Et tout de même, pour Pierre Laval, je l'ai commencé. Donc, je vous conseillerais ce livre-là. Donc, c'est un pavé, et qui revient sur l'histoire de Pierre Laval. Et c'est également une synthèse, donc je vous conseillerais aussi ce petit livre-là sur la milice française. Et je vous présenterai d'autres conseils lecture pour approfondir vos connaissances sur le sujet au fil et à mesure de ces épisodes. Revenons à nos moutons. Après l'ouverture de celle-ci aux jeunes partisans du régime qui n'ont jamais combattu, il fonde en août 1941 dans son département le service d'ordre légionnaire. Remarqué par les ministres François Darlan et Pierre Puchot, lorsqu'il est à la tête de la Légion française des combattants de Nice, Darnan va bénéficier de leur soutien pour développer son organisation paramilitaire. Le service d'ordre légionnaire qui s'étend à l'ensemble de la zone sud et réunit un effectif de 15 000 hommes. L'organisation est fondée sur 21 points. Les principaux et contre le capitalisme international, pour le corporatisme français, contre la condition prolétarienne, pour la justice sociale, contre la lèpre juive, pour la pureté française, contre la franc-maçonnerie païenne et pour la civilisation chrétienne. Lorsque Pierre Laval se rend en Prusse orientale le 19 novembre, c'est décembre 1942, pour rencontrer Adolf Hitler, chancelier du Reich, qui lui reproche l'insécurité croissante à laquelle sont confrontées les forces d'occupation et les représentants des différentes administrations allemandes sur le sol français. Hitler exige alors la création d'une police supplétive qui doit collaborer avec les Allemands pour maintenir l'ordre en s'affranchissant si besoin de l'intervention de la justice française qui juge inadaptée aux exigences du moment et impliquant une légalisation hors du temps. La légitimité du régime de Vichy venait par ailleurs quelques semaines plus tôt d'être particulièrement entachée par l'opération Torche. Petite explication. L'opération Torche est le débarquement allié du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord, principalement au Maroc et en Algérie. La prise d'Alger se fait en un jour.
Dans le même temps, la Tunisie, alors protectorat français, est rapidement investie par les forces de l'Axe sans opposition significative, ce qui déclenche la campagne de Tunisie. La reddition des troupes vichistes au Maroc intervient le 11 novembre 1942, ce qui va constituer la victoire britannique d'El Ayam en Égypte, une étape stratégique majeure dans la campagne d'Afrique du Nord, amorçant la reconquête alliée du sud de l'Europe et qui sera confirmée quelques semaines plus tard avec la victoire soviétique à Stalingrad et d'autres victoires sur le front de l'Est. Fin de la parenthèse. Pierre Laval, en réponse à des accusations de faiblesse, devait ainsi prouver aux Allemands et à ceux qui y collaboraient qu'il était vraiment le chef de la France. Laval, en accord avec Philippe Pétain, décide de créer, par la loi du 30 janvier 1943, la milice, qui absorbe l'ancien service d'ordre légionnaire. Il en devient le chef nominal avec Joseph Darnan comme secrétaire général, qui en sera cependant le véritable chef opérationnel. C'est la loi numéro 63 du 30 janvier 1943, publiée au journal officiel de l'État français le 30 janvier 1943, numéro 27, p. 290, qui fonde la milice française. Article 1er. La milice française qui regroupe des Français résolus à prendre une part active au redressement politique, social, économique, intellectuel et moral de la France, est reconnue d'utilité publique. Ces statuts annexes à la présente loi sont approuvés. Article 2. Le chef du gouvernement est le chef de la milice française et administré et dirigé par un service général nommé par le chef du gouvernement. Le secrétaire général représente la milice et est à l'égard des tiers. Article 3. Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par arrêté du chef du gouvernement. Quant au statut de la milice française annexé à la loi du 30 janvier 1943 sont précisés. Article 1er. La milice française a la mission, par une action de vigilance et de propagande, de participer à la vie publique du pays et de l'animer politiquement. Article 2. La milice française est composée de volontaires moralement prêts et physiquement aptes, non seulement à soutenir l'État nouveau par leur action, mais aussi à concourir au maintien de l'ordre intérieur. Article 3. Les membres de la milice française doivent satisfaire aux conditions suivantes: être français de naissance, ne pas être juif, n'adhérer à aucune société secrète, être volontaire, être agréé par le chef départemental. La milice choisit l'insigne, le gamma, symbole du signe de bélier, du renouveau et d'énergie. Argent sur fond bleu dans un cercle rouge pour les miliciens ordinaires, blanc sur fond noir pour les francs-gardes, blanc sur fond rouge pour les avant-gardes. Joseph Darnan déclare que la milice française n'est pas une police répréhensive et groupera des personnes de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les professions, désireuses de prendre une part effective au redressement du pays. Dans son discours du 28 février 1943, Darnan assure que la milice a d'abord une mission politique et Boncey-Pierre commande elle a pour mission de soutenir la politique gouvernementale et de lutter contre le communisme. François Boudelan
dirige la propagande et l'information avec l'organe combat. Noël Tissot est chargé des relations entre le haut commandement des services. Si le secrétariat général est installé à Vichy, auprès du gouvernement, la milice repose sur une organisation territoriale en zones, régions et départementales. Le secrétariat général comporte 5 services. Le premier, propagande, responsable Boudelan puis Berthaud. Deuxième service, renseignement, chargé de la lutte contre les réseaux de résistance, documentation. Responsable, Jean Desgans puis Marcel Gombert. Troisième service, sécurité, responsable, Marcel Gombert. Quatrième service, la finance, responsable Fontaine. Cinquième service, effectif, responsable Carus. L'hymne de la milice était le chant des Corses, qui était à l'origine l'hymne du service d'ordre légionnaire. En novembre 1943, Laval rappelle qu'il marche main dans la main avec Joseph Darnan, car la démocratie c'est l'antichambre du bolchevisme. En juin 1944, Pétain déclare « Je suis heureux de savoir que, grâce à la milice, j'ai des troupes fidèles un peu partout dans la France. » Au début de 1943, les résistants communistes procèdent à de nombreux attentats et règlements de compte contre les miliciens. Pendant près de 5 mois, la milice, qui est de janvier à novembre 1943, n'est pas armée, ne réagit guère à ces attaques et se plaignent d'être sans défense. On dénombre 76 miliciens abattus de janvier à septembre 1943. Excédé, Darnan ne peut pas rester plus longtemps sans réagir. Alors il demande expressément que la milice est autorisée à porter des armes, devant le refus des Allemands. Il songe même à démissionner en juillet 1943, et tente sans succès de prendre contact avec la résistance. En août 1943, Darnan est nommé Stabsführer de la Waffen-SS et prête serment de fidélité personnelle à Hitler à l'hôtel Bernet, qui est l'ex-ambassade d'Allemagne à Paris, rue des Lilles. Les Allemands restent cependant longtemps réticents à armer les miliciens, chose qu'ils acceptent après la publication du journal officiel en juillet 1943 d'un décret autorisant les Français à s'engager dans la Waffen-SS, créant ainsi la Sturmbridge SS Frankenreich. Désolé pour mon allemand. Dès que cette autorisation